L'annonce pourra donc bientôt intervenir. Et les paris vont bon train, garçon, fille, prénom. On écoute tout de suite le porte-parole d'une société de paris en ligne. Les paris sur le bébé royal explosent. L'argent vient avec le berceau. On a fait 30 000 livres juste ce matin. En 4 heures, c'est incroyable. La plupart des gens parient sur le nom du bébé. Alexandra est favorite à 7 contre 4. C'est le deuxième prénom de la reine et celui de la marraine de William. Princesse Alexandra, c'est une bonne mise. Victoria vient juste après à 5 contre 1. Elle remonte depuis quelques jours. Et ensuite vient Charlotte. Voilà, Philippe Delorme qui me tape un peu sur les doigts, qui me dit c'est plus Kate Middleton, c'est la princesse Kate Middleton. Ou même la princesse... Ah non, pas Middleton, pas la princesse Catherine. Catherine de Grande-Bretagne, la duchesse de Cambridge. Oui. Voilà. Et puis, ce serait bien que vous fassiez un petit salut avec votre enroubé. Avec une petite révérence au bout. Vous savez, on plie le genou devant des puissances de l'argent. Ça me paraît plus grave peut-être que de plier le genou de c'est tout aussi grave. Vous avez raison, c'est tout aussi grave. Allez, grave. on va pas s'éloigner si vous voulez bien. Philippe Delorme, justement, la monarchie britannique est une monarchie quand même qui a beaucoup évolué, justement, et qui a évolué en faveur des femmes, parce qu'il y a quand même eu cette réforme. Je voudrais quand même qu'on en parle, parce que c'est quand même important. Cette réforme qui permet aujourd'hui à une femme, si elle est l'aînée, même si elle a des frères, d'accéder au trône britannique, et c'est très récent. C'est récent, puisque c'est une loi, effectivement, qui a été votée il y a quelques semaines en Angleterre et qui va devoir d'ailleurs être ratifiée dans les autres pays du Commonwealth qui ne l'ont pas encore fait. Mais depuis toujours, en Angleterre, une femme pouvait régner, mais effectivement, elle ne pouvait régner que si elle n'avait pas de frère. Aujourd'hui, effectivement, ça sera la future reine ou le futur roi d'Angleterre, quel que soit son sexe. Moustapha Tossah, au Maroc, on n'y est pas encore. Hein. D'abord, un petit commentaire sur ça. C'est aussi une loi assez opportuniste. C'est que pour la monarchie britannique, on ne peut pas se présenter comme une monarchie qui aspire à la modernité, à être en parfaite harmonie avec son temps et garder cette discrimination à la naissance. Un garçon peut régner et une fille pas dans des conditions comme ça. Bon, au Maroc, le prince héritier, c'est un garçon. Il s'appelle Moulay. C'est pas prêt de changer, hein. Moulay El Hassan, oui, mais peut-être que ça va changer, mais ça va changer au rythme marocain. C'est ça aussi qui est important. Le rythme britannique, c'est une chose. Le rythme marocain, c'est autre chose. Mais les Marocains vivent avec il est en train de grandir, il a 10 ans et il est sur toutes les photos avec son père dans des manifestations. Il était parmi les personnalités qui ont reçu le président François Hollande quand il était au Maroc récemment. Et il est dans toutes les occasions officielles, un jeune garçon de 10 ans. Et les Marocains sont en train de le découvrir, d'apprendre à l'aimer aussi, ce qui est très important parce que les Marocains vivent avec le prince héritier depuis la naissance. Et donc, on le découvre, comme ils ont vécu avec son père. Et donc, pour répondre un petit peu à ce qui est sous-jacent dans l'intervention de ma collègue, je sais que c'est l'esprit 6e République qui est en train de travailler à la scène politique française. Mais les Marocains adhèrent à la monarchie. Ils ne l'adhèrent pas, ce n'est pas par la force. Ça aurait été par la force, ça fait longtemps qu'on aurait cassé les verrous. Aucune force n'arrête un peuple. Aucune force ne peut vous arracher votre amour et votre désir. Si les Marocains sont monarchistes, c'est que le désir, ils veulent le rester. Moi, j'ai souvent ce genre de débat dans des dîners avec des gens et on me dit, oui, mais parce que vous avez un régime dictatorial qui vous impose la monarchie. Non, s'il n'y avait pas une adhésion de la rue marocaine, s'il n'y avait pas les Marocains qui aiment le roi et leur famille royale et qui aspirent à ce qu'ils restent, à ce qu'ils se modernisent, à ce qu'elle change, à ce qu'elle vive avec son temps, oui. Mais il y a un vrai amour de la monarchie dans la rue marocaine pour les Marocains. Simplement par pragmatisme, le Maroc s'en sort beaucoup mieux dans tout ce bouleversement, cette effervescence des pays arabes depuis 2-3 ans, que le voisin algérien, par exemple, qui a traversé une guerre civile. Ils s'en sortent beaucoup mieux pour cette raison-là. Bien sûr, parce que le roi, étant commandeur des croyants, il peut en imposer aux extrémistes. Il peut en imposer, et que dans la rue marocaine, il n'y a pas suffisamment d'anti-monarchiques ou des gens qui détestent la monarchie pour emporter le discours. Et même les ministres, je crois qu'il y a eu un premier ministre plutôt islamiste qui était nommé récemment, il a fait allégeance au roi. C'était un parti entièrement créé par le parti. Il y a un taux d'analphabétisation, il y a un taux d'illettrement. Non, ce n'est pas autre chose. Parce que dans une population pauvre, analphabète, ce n'est pas la même chose de maintenir... Même dans l'élite, je peux vous garantir, mademoiselle, même dans l'élite, je vous dis, il y a une adhésion. Il y a peut-être une élite amie
du roi qui a un intérêt propre à maintenir ce système-là. Il y a une grande masse de la population qui est maintenue artificiellement et volontairement dans la pauvreté. Et puis il y a aussi, c'est tout à fait vrai au Maroc, c'est clair et net. Et puis il y a aussi des Marocains qui, comme partout dans le monde entier, aspirent à la démocratie, aspirent à la liberté. On peut très bien aspirer à la démocratie. Et chacun de ces peuples trouve les voix. Vous ne pouvez pas dire que les gens pauvres et ignorants, quand ils vont de votre côté, ils ont raison, et quand ils vont pas de votre côté, ils ont tort. Et ils ont leur droit de détermination, ils ont le droit de choisir la monarchie. Et pourquoi la royauté serait-elle... Il faut être éduqué, juste c'est un droit. Mais pourquoi il faut être éduqué pour pouvoir s'émanciper. Pourquoi la royauté serait-elle opposée à la démocratie? Il y a 10 royautés en Europe. Ce sont des démocraties exemplaires. Les républiques socialistes des pays de l'Est qui sont tombées dans les années 90 étaient des républiques. Est-ce que c'était des démocraties? Donc vous voyez, c'est complètement artificiel d'opposer. C'est artificiel d'opposer république et démocratie. Il faudrait être un peu plus démocrate sur ce plateau. Vous parlez beaucoup. Ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où il y a la discrimination à la naissance, c'est-à-dire que vous n'avez de droit que parce que vous êtes bien né. Vous n'avez de devoir. Non, d'abord vous avez un titre parce que vous êtes né. C'est le principe de la monarchie. Reconnaissez-le ça au moins. Ça, c'est profondément inégalitaire et profondément injuste. Et le fait de accepter ça, soumettre même par les revues People, tout le monde à l'acceptation de ce système profondément injuste. Oui, parce qu'on a envie d'ouvrir le magazine pour voir comment va être la petite fille ou la petite fille de Lady Di ou je sais pas quoi. Il y a un système puissant qui fait qu'on baisse la tête et on accepte. Ah oui, là c'est acceptable parce que. Eh bien non, il faut pouvoir garder ses principes. Je ne veux pas faire le rabat-joie et c'est toujours le rôle du rabat-joie, celui qui, dans la fête, parce qu'en plus la naissance d'un enfant c'est toujours une fête et c'est toujours magnifique. Et je veux dire là-dessus, c'est quand même un événement intime. N'oublions jamais ça. C'est d'abord un événement intime accoucher. Et il y a quelque chose de profondément rétrograde. Et ben, ce qui est rétrograde, c'est ça. C'est de ne pas pouvoir accoucher en paix. C'est quand vous entrez à la maternité, pour n'importe qui, on vous dit attention, ne faites pas. Donc ils n'ont pas tellement de droits, ces gens-là, ils ont plutôt des devoirs. Eh bien, c'est rétrograde, c'est comme à l'époque où les curés étaient autour des jeunes époux pour voir si le mariage était consommé, et la première nuit de noces, il y avait tout le monde pour observer. Vous avez oublié le droit de cuissage. Non, je ne parle pas du droit de cuissage, je parle du fait que l'intimité est montrée à tout un chacun, c'est profondément réactionnaire, et je ne vois pas pourquoi, en tant que femme, on applaudirait ça. Anne-Elisabeth Moutet, il y a cette réaction justement d'un internaute. La monarchie moderne subira une contestation plus forte avec le chômage et la vie chère. Les gens vont lui tourner le dos. Est-ce que vous y croyez à ça? Non, pas du tout. Je pense que la monarchie n'y est pas pour grand-chose. On sait que la monarchie britannique coûte 60 centimes par foyer fiscal par an aux Britanniques. Donc, ce n'est pas vraiment coûteux comme organisation. On avait parlé quand même de 40 millions d'euros, que c'était quand même le budget annuel de Buckingham Palace. Est-ce que je peux répondre moi-même aux questions qu'on me pose? Ce serait mieux. De toute façon, c'est un budget qui est nécessaire, que ce soit une représentation républicaine ou une représentation nationale, mais il y a aussi le fait que la reine paye maintenant des impôts, que les revenus elle a échangé les revenus des terres de la couronne pour une liste civile, et maintenant elle paye des impôts sur cette liste civile. Donc malgré tout, il y a un changement qui est essentiellement accepté. D'autre part, les questions politiques et les questions économiques, je ne pense pas que le Maroc, je pense que c'est une question un peu différente. Il y a autour du roi du Maroc ce qu'on appelle le Markzen, et ça veut dire c'est un ensemble de gens, de grands bourgeois et d'aristocrates marocains qui essentiellement font toutes les affaires du pays, et ça, à mon avis, c'est quelque chose qu'on peut reprocher à la monarchie marocaine. Mais en Grande-Bretagne, ça n'existe absolument pas. Beaucoup de gens sont plus riches que la reine d'Angleterre. Ce qu'on appelle la richesse de la reine d'Angleterre est en réalité la richesse du patrimoine de la nation. Elle n'a pas le droit de le vendre, il faut que ce soit transmis. Ça ne lui appartient pas. Le prince de Galles, c'est différent. Il possède le duché de Cornouailles, donc lui, il a des revenus assez importants de ses terres. Et la reine dit, mon fils est plus riche que moi. Donc vous dites, ça coûte pas 40 millions d'euros, c'est pas grave. Encore une fois, 60 centimes par foyer fiscal par... Est-ce que je peux terminer? C'est la deuxième fois que vous coupez la parole. Anne-Elisabeth Moutet, oui. Vous coupez la parole à tout le monde, et spécialement aux filles. Alors justement, on va peut-être avoir une princesse. Allez. On va peut-être avoir une princesse, et je voudrais terminer tout de même ce que j'étais en train de dire. Donc, d'une part, il y a ça. D'autre part, je pense que personne ne reproche à la reine qui s'est comportée avec une neutralité absolue en politique, quoi que ce soit sur les décisions politiques prises par ses différents premiers ministres. La dernière fois qu'il y a vraiment une décision politique importante prise par un monarque britannique, c'est au moment de la Deuxième Guerre mondiale. C'est quand la reine mère, qui est devenue la reine mère, dit mon mari ne va pas quitter Londres, donc moi je ne veux pas, il n'est pas question que je quitte mon mari, il n'est pas question que mes enfants me quittent, et par conséquent, ces enfants n'ont pas été même à la campagne pour être protégés du Blitz et des bombardements, parce que toute la famille royale a décidé de rester à Londres au moment
où la ville était bombardée. Ça, c'était une décision politique extrêmement importante et extrêmement courageuse. Et ça, je pense que c'est une chose où vraiment ça a fait supporter et apprécier aux Anglais à la période d'après-guerre beaucoup plus difficile qu'aujourd'hui un certain nombre de choses. Donc malgré tout, je pense que ça... Mais le prince Charles, lui, il a pris des prises de position consensuelles, mais certainement politiques, en particulier sur l'écologie et un certain nombre de choses. Et il y a des remous dans la population et dans la presse et dans l'opinion britannique qui disent il faut qu'il arrête, il va devenir roi, il n'a plus le droit. Maintenant qu'il est roi, il n'a plus le droit d'avoir même une opinion sur l'architecture, les éoliennes, etc., etc. Philippe Delorme, en attendant la monarchie anglaise rapporte des sous au peuple, vous allez nous dire si oui. Et qui achèterait, dit un internaute, une tasse de François Hollande? Non, mais je voulais dire effectivement, simplement ce que je voulais dire, c'est que non seulement la monarchie ne coûte pas très cher, mais surtout elle rapporte beaucoup en image de marque pour le pays, en produits dérivés, effectivement, de plus ou moins bon goût d'ailleurs, hein, mais aussi en visites touristiques. Donc je crois que, je ne sais plus quel est le chiffre, mais c'est un chiffre assez considérable pour le jubilé de la reine, pour le mariage il y a 2 ans, etc. C'est tout à fait excédentaire dans la balance commerciale britannique. Mais il n'empêche que c'est parfaitement infantilisant acheter des mugs, que ce soit de Hollande, pour ceux qui... J'imagine que certains, quand même, voudraient bien acheter un mug de François Hollande, peut-être en Corrèze ou peut-être même ailleurs en France. Mais c'est infantilisant. C'est pas le genre de rapport au pouvoir et à la politique que nous devons avoir dans une démocratie adulte. Et là-dessus, je ne veux pas épargner le système de la Ve République. Je ne veux pas faire croire que tout serait bien ici. J'étais sûre que vous alliez venir à la Ve République. Parce qu'il y a... Non, mais c'est vrai, nous sommes dans une monarchie présidentielle. Il faut quand même dire les choses telles qu'elles sont. Le président de la République en France, quand il est élu, il ne rend plus de compte à personne. Il ne peut pas être changé par le Parlement. Le Premier ministre anglais, lui, oui, il tombe quand la majorité tombe. Parce qu'il y a un roi. Non, pas parce qu'il y a un roi. L'un n'est pas forcément lié à l'autre. Ah bah, bien sûr que ce n'est pas l'existence d'un roi qui permet ce système. Si, en tout cas, ça l'aide. C'est un seuil d'exigence. Vous y croyez. En tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'en France, nous avons un système où le président est élu, par exemple, sur un programme A. Quand il est élu, s'il fait B, par exemple, je prends l'exemple des retraites, la renégociation du traité européen, j'en passe, on ne peut plus rien faire, si ce n'est attendre l'élection suivante. C'est pas une démocratie adulte, ça, et c'est pour ça, effectivement, qu'on milite pour la 6e République. Moustapha Tossa, est-ce que ces monarchies, est-ce qu'elles se modernisent, notamment avec les abdications? On a vu la reine Béatrice des Pays-Bas, on a vu le roi Albert II. Est-ce que c'est un signe, justement, de modernité, à la différence, justement, de la reine Elisabeth qui a dit « Moi, c'est un job pour la vie et j'irai jusqu'au bout », justement, ou l'émir du Qatar aussi, c'est quand même une première dans le monde arabe. Justement, pour les abdications, le cas du Qatar est un cas à part, parce qu'on ne sait toujours pas quelles sont les vraies raisons qui ont poussé le roi, enfin l'émir du Qatar, Hamad, à céder son fauteuil à son fils. On ne le sait pas encore. Il y a beaucoup d'informations contradictoires, des pressions américaines, des choses qu'on ne sait pas encore. Mais abdiquer conscience volontairement, comme c'est le cas en Belgique ou c'est le cas dans un certain nombre d'autres expériences, c'est un signe d'intelligence, c'est un signe de renouveau, c'est un signe de modernisation. Je voudrais, Vanessa, si tu permets, revenir à une idée développée par ma voisine, et je peux lui confirmer ça, au moins ça. Ça fait 25 ans que je couvre un petit peu l'actualité politique française. J'ai vécu les 2 septennats Mitterrand et j'ai vécu celui de Sarkozy, et je peux vous garantir qu'il y avait une atmosphère monarchique au sein du pouvoir. Il y avait une cour. Il y avait une cour qui est autour du roi, et la parole du président, on ne l'entend plus comme une parole présidentielle, mais comme une parole monarchique. Et ça, peut-être, à l'intérieur d'un système républicain présidentiel, ça fait désordre. Mais à l'intérieur d'une monarchie, voulu par son peuple, ça ne fait pas, ça fait cohérent. Parce que justement, le président de la République a un pouvoir politique extrêmement fort en France, qu'un roi n'a pas, qu'auune reine n'a pas. Donc, à la limite, une sixième République pourrait être couronnée par un roi beaucoup plus facilement que la 5e. Non, le mieux, c'est que nous devenions des vrais citoyens et que nous ayons des représentants vraiment désignés par nous sur la base de programmes, et que nous ayons, comme ça existe dans beaucoup de pays, des clauses de révocation. Moi, ce que je demande, c'est la révocabilité des élus. Aujourd'hui, la vie va vite. Nous sommes en France très éduqués. Nous avons les moyens d'une information rapide et d'un échange public rapide et de qualité. Si un élu ou une élue ne fait pas ce pourquoi il a été élu, je pense que nous, les citoyens, devons avoir le droit à l'autre bout du système monarchique. Ça vaut pour les rois comme pour les députés. Je vous propose quand même d'écouter la passation de pouvoir qui a eu lieu dimanche entre Albert II de Belgique et son fils Philippe. C'était dimanche. Roi et père, je voudrais m'adresser à mon fils qui va me succéder.
Philippe, tu as toutes les qualités de cœur et d'intelligence pour très bien servir notre pays dans tes nouvelles responsabilités. Je jure d'observer la Constitution et les lois du peuple belge, de maintenir l'indépendance nationale et l'intégrité du territoire. Bon, ça a coûté 12 000 €, je crois. Ouais, c'est une passation de pouvoir sans faste. Ça ne peut pas trop rêver, hein, comparé, j'imagine, à la monarchie britannique. Ce roi-là, il a vraiment un rôle extrêmement important, parce que la Belgique peut parfaitement se casser en deux sans lui ou s'il rate. Donc lui, il a vraiment... On a vu que la Belgique est restée quelque chose comme 450 jours sans gouvernement. Là, il y a vraiment une possibilité grave de cassure totale de la Belgique, qui est tout de même un pays extrêmement récent, puisqu'il s'était créé en 1830. Alors, on peut tout de même se poser des questions. Moi, je voudrais dire une chose sur la notion présidentielle. Alors, mon boulot principal, c'est de faire du journalisme politique. Et effectivement, les présidents français, ce sont des rois. Et j'ai suivi François Mitterrand, et c'est absolument... il est rentré dans le costume du général de Gaulle d'une manière absolument incroyable. Mais c'est le fait dans toutes les organisations professionnelles françaises. Travailler dans une entreprise française, le patron est le roi. Il n'écoute pas les autres. C'est entièrement ce qu'on appelle en anglais du top-down. Il n'y a pas de remontée. Ce n'est pas du tout des organisations démocratiques. C'est une culture complètement anti-anglaise. Chez les Anglais, au contraire, on est encouragé d'être différent, d'avoir des opinions contraires, de venir les donner, etc. C'est bien vu. En France, une opinion différente de celle du chef, ça n'existe pas. Alors je pense que la France s'est dotée, avec la Ve République et dans une période de crise qui était la guerre d'Algérie, d'une organisation relativement quasi-monarchiste, mais qui correspondait à la pratique française dans les organisations françaises. Philippe Delorme, est-ce que la monarchie a encore de beaux jours devant elle ? Je crois tant qu'elle rendra un service à son peuple, elle aura des beaux jours, mais c'est vrai que le jour où un roi ne rend plus service, par exemple on le voit en Espagne, on parlait de l'Espagne tout à l'heure, où il y a des remous il a rendu de grands services à l'Espagne, puisqu'il a rétabli la démocratie après la dictature de Franco. Maintenant, c'est vrai que si la monarchie ne rend plus ses services, si elle n'est plus digne de ce statut, eh bien, elle sera balayée. Est-ce qu'elle n'est pas plus proche justement de l'opinion publique aujourd'hui, cette monarchie ? Je pense qu'elle sera... la monarchie doit être proche de l'opinion publique, sinon elle est balayée. On l'a vu en France, effectivement, à plusieurs reprises. Elle a été balayée à plusieurs reprises, la monarchie. Donc c'est parce qu'elle avait perdu le contact avec le peuple. Il y a aussi un autre paramètre qu'on a un peu ignoré aujourd'hui, c'est la part de rêve que comporte de telles monarchies. Il suffit de voir maintenant toutes les productions télévisuelles, des séries télévisées américaines ou pas américaines. On revient sur ce passé monarchique du continent européen et cette monarchie qui fait rêver. Et c'est le seul moteur qui fait que certains y croient encore. C'est parce que ça incarne, au-delà de la justice sociale demandée par tout le monde et la représentation politique exigée par tout le monde, il y a aussi une part de rêve. Et c'est ce qui explique, à mon avis, ce sont les mécanismes qui sont derrière un événement aussi intime que la naissance d'un royal baby et une attention aussi planétaire que celle qu'on est en train de suivre en ce moment. En tout cas, il faut vraiment beaucoup de matraquage médiatique pour que les gens continuent à rêver à ça. Et en fait, c'est tellement contradictoire avec nos principes fondamentaux qu'effectivement, s'il n'y avait pas le matraquage incessant, peut-être que finalement, on s'en fout très royalement, comme disent beaucoup de nos compatriotes, on s'en fiche royalement, au bout du bout quand même. Je pense que c'est la publicité. France 24, on participe au matraquage médiatique. En tout cas, il y en a un, ça ne le fait pas rêver sur ce plateau. Il vient d'arriver, c'est Karim Yayaoui. Je veux dire qu'il a eu beaucoup de mal à faire sa chronique. Merci à tous les quatre et n'hésitez pas à réagir à sa chronique. Il a eu beaucoup de mal à la faire. Il n'avait pas du tout envie ce soir parce que ça l'intéresse pas du tout. Ça, fallait pas le dire. Il fallait pas le dire, mais je l'ai dit quand même. Et on va parler aussi d'autres qui se... D'ailleurs, vous êtes fait un malin plaisir de trouver justement des twittos qui se moquent de ce... Royal Baby. C'était pas très difficile en fait parce qu'il y avait beaucoup d'ironie et d'humour sur les réseaux sociaux. Mais avant de parler des réseaux sociaux, on commence avec cet article de Marc Roche sur le site du Monde qui fait une petite comparaison avec 1982 et l'arrivée de William. Il explique que du côté de Buckingham, on a tiré les leçons de cette frénésie médiatique à l'époque et là on a pris les choses en main, les choses sont beaucoup plus contrôlées. Il explique qu'il y a un seul interlocuteur, le porte-parole officiel de Kate et William qui s'appelle Ed Perkins, c'est tout passe par lui, alors qu'il fait un parallèle avec 82. À l'époque, dit-il, c'était surtout de vieux diplomates sympathiques à la parole facile qui occupaient les postes de communicants. Alors c'est vrai qu'on avait énormément d'informations. Les choses sont très différentes aujourd'hui.
Il souligne aussi que l'affaire de News of the World, cette affaire des écoutes téléphoniques, eh bien, du côté de Buckingham, on en a profité pour resserrer les boulons. Et finalement, du côté des médias populaires, de la presse populaire, c'est aussi plus difficile d'avoir de l'information. Et c'est vrai qu'on s'aperçoit que beaucoup de médias parlait surtout des autres médias. On avait beaucoup de photos, mais surtout des photos de journalistes en train d'attendre. Ici, c'est sur le site du Daily Mail. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est peut-être redécouvrir cette une du Daily Telegraph de 1982. Et à cette époque-là, on s'aperçoit que si on parle de la naissance de William, il y a tout de même 10 autres titres, 10 autres actualités qui sont traitées à la une de ce journal, comme quoi ce n'était pas autant la frénésie et que tout n'avait pas été emporté par la naissance de William. On va voir le site du Guardian, parce que ça, c'est très intéressant. Alors, c'est intéressant. Ils sont comme vous, Raquel Garrido. Alors, eux vous offrent la possibilité d'échapper au Royal Baby parce qu'ils ont 2 homepages. Une homepage royaliste, avec évidemment le monde qui attend l'arrivée du nouveau-né, et puis une qu'ils qualifient de républicaine, où on a d'autres actualités, une totalement où on a enlevé tous les éléments qui concernaient l'arrivée de l'enfant royal. Et puis il y a aussi cet autre site internet, lui, très critique, où on explique aux Britanniques qu'il leur reste peu de temps avant de pouvoir, avant d'assister à l'explosion du baby bullshit. En tout cas, je ne le traduirai pas, mais tout le monde a compris. Et puis Rue 89 qui s'intéresse aussi au meilleur du pire des médias pour meubler l'attente, parce que, comme l'expliquait Marc Roche du côté du Monde, il n'y a pas beaucoup d'informations, donc il faut réussir à meubler. Ce qu'on a fait ce soir, plutôt pas mal d'ailleurs. J'ai l'impression que votre débat va aller un petit peu plus loin que juste cette merci essence. Karim, merci. En tout cas, on vous offre sur rtl.be toutes les tenues que Kate a pu porter pendant sa grossesse. Alors, il y en a quelques-unes, moi je ne suis pas spécialiste, mais apparemment, elle a su garder son chic. C'est exactement ce qu'explique Gala. Et puis, sur le site de Yahoo Grande-Bretagne, eh bien, du côté de Rue 89, on ironise sur cette vidéo qui filme sans cesse une porte où il ne se passe définitivement rien. Et puis, on a fait la même chose avec l'affaire Strauss-Kahn. On avait filmé la porte pendant... C'est vrai que c'est une habitude un peu récurrente parfois. Et puis, comme on n'a pas de Kate à se mettre sous la dent, eh bien, on fait même des sujets sur son sosie, qui n'est pas vraiment enceinte, mais c'est plutôt bien imité. Et puis, je vais vous montrer ce dernier tweet d'une journaliste interviewée par un autre journaliste, parce qu'il faut Voilà, on en est. Est-ce que les médias en font trop ? Alors, en tout cas, pour... Ah, ça c'est bien Pieraski aussi. Je prédis la pire journée journalistique de l'année, Royal Baby. Exactement. En tout cas, du côté de la twittosphère britannique, on ne trouve pas forcément qu'on en fait trop. Il y a énormément de messages de sympathie, de messages de joie. Mais c'est vrai que du côté de la twittosphère française, il y a ce tweet de Pieraski, mais il y a aussi celui-ci d'Anti-Raston qui dit que je trouve honteux que les chaînes d'information fassent de l'accouchement de Kate une information majeure. Voilà, c'est dit. Du côté de la twittosphère française, c'est plutôt la tonalité. Et puis il y a ceux qui nous rappellent que nous aussi, on a nos Royal Baby. Alors c'est vrai que tout le monde n'est pas forcément au courant. Et pour certains, c'est l'occasion de redécouvrir le visage de Louis XX. C'est excellent ça. Je ne prétends à rien, dit-il, je suis Louis XX. Donc voilà, en toute simplicité. Et est-ce qu'on peut faire le Royal Baby ensemble ? Alors, le Royal Baby, c'est le truc très à la mode. Il y a un site internet qui permet le faire tous les 6. Il ressemble à Stéphane Bern. Le visage. Là, il ressemble à sa mère parce que c'est les yeux, le nez et la bouche de Kate. Mais là, il ressemble un petit peu plus à Charles avec le nez de Charles. Et puis, on peut... tout le monde a parlé des oreilles, mais malheureusement, ils n'ont pas prévu les oreilles. Et puis là, il a la bouche de William. J'espère qu'il ne ressemblera pas à ça. Voilà, il vous plaît comme ça ? C'est un monstre, quoi qu'il arrive, avec ce logiciel. En tout cas, on s'en est beaucoup amusé. Alors là, c'est un petit peu irrévérencieux. Ça, c'est génial, ça. C'est le tweet d'un faux compte de la reine Elisabeth qui donne des conseils, évidemment. Le conseil le plus simple, c'est de pousser, dit-elle. Et puis, elle a déjà aussi prévu un certain nombre de petits vêtements pour l'enfant à venir, Born to Rule, parce que... C'est ce qu'on lui prédit, en tout cas, du côté de la famille royale. Et puis, un conseil, cette fois-ci, à Kate et William. Un petit conseil à Kate et William. Avant l'arrivée du Royal Baby, trouver une autre babysitter, parce que là, elle n'a pas l'air au taquet. Bon, merci beaucoup, Karim. Quelqu'un qui n'était pas très emballé. En tout cas, merci pour ce papier. On vous retrouve un peu plus tard. Merci à tous les 4 d'avoir participé à ce débat. Merci à vous de l'avoir suivi. Demain, on vous promet, il n'y aura pas de Royal Baby, même s'il naît. D'ici là, on vous le promet, Karine. On se quitte donc sur ces images, qu'on va faire comme tout le monde, finalement, comme toutes les chaînes d'information, sur ces images donc devant la clinique Sainte-Marie à
Paddington, à Londres, à l'ouest de Londres, et les portes sont toujours closes, Karim. Donc on attend l'heureux événement, une fille ou un garçon, sera peut-être dans les heures qui viennent. Karim et moi, nous vous retrouvons demain, 19h10, pour un nouveau débat. Mais avant cela, le journal. Très belle soirée, à demain.